Voilà, bonjour à toutes et tous. Et comme l'a expliqué Justine, alors pour cette conférence, on a choisi un format dynamique sous forme d'une interview de Michael. Interview où on va parcourir 4 grands points qui vont apparaître à l'écran. Donc on va commencer par vous interroger sur votre parcours professionnel, vos motivations, ce qui vous a poussé à rédiger les tomes de Mémoire de la forêt. On poursuivra en abordant vos choix narratifs, on parlera des personnages, des très belles illustrations de votre livre, et on terminera par le message, le beau message que portent vos ouvrages Mémoire de la forêt. Mais avant d'entamer cet échange, eh bien, je vais vous proposer de vous plonger dans l'univers de Michael, l'univers de Mémoire de la forêt, qui est un ouvrage tout en beauté, où Michael va transporter les lecteurs tout en douceur au cœur de la forêt belle écorce, dans une aventure que j'ai personnellement trouvée profondément émouvante. Alors dans cette forêt vivent des animaux qui sont dotés de raison, de langage et même d'humour. Et quand vous nous embarquez dans cette aventure, Michael, eh bien, dès la première page, vous vous adressez à vos lecteurs et vous écrivez ceci. Puissiez-vous ne jamais oublier les animaux que vous allez maintenant rencontrer, ni l'aventure que vous vous apprêtez à vivre. Et on comprend dès lors, là vous allez nous emmener dans ce roman. C'est un roman qui ouvre une belle fenêtre pour aborder avec un jeune public un sujet qui est complexe, le sujet de la maladie d'Alzheimer, la maladie effectivement de l'oubli-tout, la maladie de Ferdinand, votre personnage principal. Et tout ça avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse et beaucoup de nuances. Je ne résiste pas à l'envie de citer encore quelques extraits de votre livre. Vous dites que Ferdinand, malade de l'oubli-tout, était devenu une sorte de voyageur temporel, voguant entre les époques comme on passe d'un chapitre à l'autre du grand livre de la vie. Vous écrivez également que la maladie de l'oubli-tout, c'est celle qui vient et qui prend tout des souvenirs les plus fous aux baisers les plus doux. C'est un récit qui est très poétique et qui est, comme je l'ai dit, sublimé par de magnifiques illustrations. On s'attache très vite au personnage, on sent dans votre plume énormément de bienveillance, on sent aussi beaucoup de connaissance, et donc on va essayer de comprendre finalement d'où vient toute cette connaissance et tout cela. Et donc, ça m'amène à la première question de cette interview. Est-ce que vous pouvez, Michael, nous expliquer votre parcours professionnel? J'ai cru comprendre qu'il y avait finalement différents parcours différentes étapes à ce parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et nous expliquer finalement ce qui a motivé aussi la rédaction de cet ouvrage? Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être ici avec vous. J'en profite pour faire un tout petit remerciement à cette équipe merveilleuse qui m'entoure et de m'avoir convié. C'est ma première participation universitaire. C'est très effrayant, je dois vous l'admettre. Mais cette forme d'interview, merci beaucoup de l'avoir acceptée. C'est vrai que ça va être pour moi beaucoup plus naturel. Alors, moi, je suis psychologue de formation. J'étais un étudiant, j'étais un lycéen un petit peu perdu qui ne savait pas vraiment quoi faire. Mais il y a eu une rencontre qui m'a donné envie. C'était mon prof de philo qui m'a dit un jour: votre devoir ne contient aucune donnée philosophique, mais peut-être serez-vous peut-être un bon psychologue. Et de ce petit mot donné comme ça en cours, je me suis dit: tiens, peut-être qu'il a raison. Et donc je me suis inscrit comme ça. Il y a des chemins de vie comme ça qui se prennent. Et donc je suis diplômé d'un master de l'université d'Aix-en-Provence, en France, de psychologie et perturbation psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives. Je pense qu'il n'a plus le même nom depuis, mais qui était vraiment le master vraiment pour tous les futurs neuropsychologues. Et si mon profil ne s'est pas vraiment dessiné par les études, puisque j'ai fait des stages en foyer de vie. Alors, je ne sais pas la dénomination, vous me direz, mais donc c'est vraiment avec des adultes en situation de handicap qui viennent en journée et qui repartent chez eux le soir. Donc ça, c'était le tout premier stage. Et ensuite, un autre stage en foyer d'accueil médicalisé, cette fois-ci toujours avec des personnes en situation de handicap, mais avec mais vieillissantes. Donc c'était deux parcours un peu
Un peu chaotique, je dois dire, parce qu'en plus j'étais accompagné par des professionnels. Il n'y avait pas forcément de psychologue dans l'établissement, donc c'était un peu chaotique, je dois le dire. Mais ce qui m'a donné vraiment très envie de travailler avec le public âgé, c'est que je suis fils d'un aide-soignant. Mon papa était aide-soignant et j'ai eu la chance, je pense, la chance et aussi la grande difficulté de travailler chaque été de mes études à l'hôpital en tant qu'auxiliaire de vie sans diplôme en gériatrie. Et donc j'ai rencontré le public gériatrique en fait, en travaillant vraiment aux soins, au chevet du malade. Et c'était vraiment ma toute première rencontre. Et j'ai compris que c'était ce que je voulais faire, mais peut-être pas sous cette forme-là. Donc j'ai été neuropsychologue pendant environ 9 ans, principalement en consultation mémoire. Alors je ne sais pas si le terme est identique. Donc hôpital de jour, diagnostic en équipe pluridisciplinaire avec médecins, kinés, imagerie. Et c'est une pratique qui m'a beaucoup plu, mais souvent, qui m'a souvent semblé insuffisante. Et je pense que pendant mes 10 ans, j'ai souvent mis en place des petits échappatoires. Je pense que le plus grand, ça sera celui-là, mais il y a eu toujours des petits échappatoires. J'ai monté une association pour les aidants, j'ai monté les ateliers de réminiscence de l'hôpital dans lequel je travaillais. Il y avait toujours cette envie, en fait, de créer et de sensibiliser autour. Je faisais de la formation aussi. J'ai été formateur en EHPAD. C'est là où j'ai appris l'importance de la métaphore. Et je pense qu'on y viendra après pour la littérature. Mais oui, et puis ensuite, il y a eu un petit switch parce que d'aidant professionnel, je suis devenu aidant personnel. J'ai eu des grands-parents vieillissants dans ma famille, dans ma belle famille. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un switch qui s'est opéré en moi avec une envie qui était présente depuis tout petit. J'ai eu envie d'être libraire. Alors, j'aimais toujours la psychologie, mais je me suis dit, la librairie, ça m'attire depuis tout petit. Je serais vraiment très embêté de ne pas essayer. Et donc, j'ai fait en même temps. Alors, je travaillais 37h30 à l'hôpital, et puis à côté, je faisais ma formation de libraire en même temps. Et en fait, c'était assez rigolo d'être sur les deux tableaux. Et donc, j'ai ouvert ma propre librairie à Paris en 2018. C'est là où j'ai compris que on pouvait être aussi là pour les gens, on pouvait être fin psychologue en étant un bon commerçant, et que finalement, lorsque quelqu'un arrive dans une librairie, il arrive avec un besoin, et qu'il arrive avec un sentiment, une émotion, et que toute cette résonance qui a été la nôtre en tant que psychologue, on peut aussi l'utiliser dans d'autres métiers, et que finalement, proposer un livre, c'était presque faire un conseil thérapeutique. Et donc, j'ai adoré cette expérience de libraire, excusez-moi, aussi, de psychologue libraire, j'avoue. Et enfin, il y a eu un imprévu dans ce parcours, c'est 2020, c'est le confinement. Et le confinement fait que je me retrouve à la maison dans une sidération la plus totale. Pour moi qui était de 9h à 23h en tant que chef d'entreprise dans ma librairie à proposer animation, conseils, etc., animation des réseaux sociaux. Là, d'un coup, c'est la sidération, c'est le vide absolu que j'occupe pendant un premier mois avec des parties endiablées de Nintendo Switch, je dois le dire. Mais je pense que ça a une importance parce que je joue pendant un mois à Animal Crossing et je pense que le côté cosy vient mettre une petite pièce dans la machine. Et puis ensuite, mon mari me dit, il faut que tu n'avais pas une histoire à écrire. Est-ce que oui, il y a cette histoire qui traîne? Et j'ai cette idée de renard, de librairie. Ma librairie s'appelle Le Renard Doré. Il y a cette continuité. Mais le sujet, je ne l'ai pas encore. Et je comprends, en commençant à écrire, que je n'ai pas réglé tout ce que j'avais à régler, que le public auquel je dédiais ma vie professionnelle, je n'avais pas fini de lui dédier ce que je devais lui dédier. Et je commence l'écriture de cette histoire. Et je m'arrête là pour pas... pas de spoil. Et voilà. Et depuis, cette réalité d'écrivain m'a rattrapé puisque ce livre est sorti en 2022 et j'ai eu l'opportunité d'écrire sur différents sujets depuis. Merci. En tout cas, on voit que dans votre parcours qui n'est
pas complètement linéaire, il y a quand même un fil rouge qui est là. Et je trouve aussi que le message de dire à nos futurs neuropsychologues qui sont dans la salle, il y a des étudiants, de dire que finalement, quand on est neuropsychologue, on peut aussi être très, très créatif. Vous l'avez mentionné dans votre travail auprès des personnes âgées, vous aviez déjà développé d'autres projets. Mais revenons-en à votre livre, justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un souvenir, une rencontre ou un patient en particulier qui est venu nourrir votre récit dans Mémoire de la forêt, qui est venu nourrir et faire émerger les personnages Ferdinand, Taupe, Archibald Renard? Est-ce que vous êtes nourri de votre histoire personnelle, de patients, de rencontres, de souvenirs? Alors c'est assez intéressant parce que quand j'étais psychologue, donc j'animais des ateliers de réminiscence, des ateliers de stimulation cognitive. Je ne sais pas tellement quel est le terme aujourd'hui, parce que ma pratique s'est arrêtée en 2018, donc il faut vraiment me pardonner. Et la recherche avance, et moi je recule dans mes connaissances, mais j'agrandis dans mon empathie, j'espère. Mais donc les patients, j'en rencontre beaucoup, 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 et je me dis qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la représentation de la maladie d'Alzheimer. Vous avez un très joli livret qui va vous être présenté avec des représentations artistiques dans le livre et dans le cinéma de la maladie d'Alzheimer. Et je me dis, en fait, ces représentations, elles sont quand même franchement très souvent négatives, parce que c'est une maladie qui implique beaucoup de tristesse, beaucoup de résilience, beaucoup de pertes. Et pourtant, moi, chaque semaine, j'anime avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir des ateliers de réminiscence avec des personnes absolument incroyables. Et en fait, j'ai cet atelier de réminiscence et j'ai des patients qui viennent. Et il y a une petite dame qui vient, son prénom c'est Ingrid, et on discute beaucoup. Et en fait, là où d'autres personnes ont cette entrée en maladie assez angoissée, avec des idées paranoïaque, de persécution. Elle a une entrée en maladie qui est absolument résiliente et presque sur le ton de l'humour. Et c'est-à-dire qu'un jour, elle arrive et puis je la vois arriver une demi-heure avant parce qu'en fait, son mari est en train de se garer. Toutes ces situations qu'on a en tant que professionnel où on dit tiens, notre patient est là, super, c'était pas prévu, c'est pas grave, c'est la science de l'imprévu. Et donc elle est là et elle me dit, j'ai dit mais votre mari, donc il est avec vous, etc. Elle me dit, bon, je sais pas. Et puis je me dis, ah oui, tu viens de questionner une personne qui a des problèmes de mémoire. Et je sais pas, de toute façon moi j'ai la maladie de l'oubli tout, alors je m'en fiche, je sais pas. Et en fait, je comprends qu'il y a ce vécu positif qu'on ne voit jamais, qu'on ne représente pas, et qu'en fait ce vécu positif ou pas forcément négatif, on a besoin d'essayer de trouver des représentations qui vont être à la fois des représentations réalistes, mais le réalisme, c'est à la fois montrer les moments difficiles et les moments de grâce. Et les moments de grâce, c'est une réminiscence qui s'accomplit, une musique qui rappelle quelque chose, le goût d'un plat qui va rappeler un souvenir. Ça va être une situation où un aidant et une personne atteinte de troubles se retrouvent, où il y a quelque chose de l'ordre de l'insight, il y a quelque chose qui revient. Et ces situations-là, on a besoin de montrer les deux. Et je me dis, ça c'est important. Ça c'est important et je pense que c'est cette somme de rencontres entre les aidants et cette petite dame qui s'appelle Ingrid et toutes ces représentations positives qui m'ont donné envie d'essayer de créer et de montrer différents aspects de la maladie et du rôle des dents. Tout à fait. Et je trouve que quand on lit votre ouvrage, il y a ce message qui est de dire effectivement il y a des événements de la vie, des modalités sensorielles qui permettent ces réminiscences, et je trouve qu'on trouve ça beaucoup dans votre ouvrage, et vous utilisez les différentes modalités sensorielles, les sons, les goûts, les saveurs, les musiques, et j'ai trouvé ça dans votre ouvrage pour justement travailler les réminiscences. Il y avait ça dans votre ouvrage, et je trouvais aussi que c'était un chouette message à faire passer de manière implicite au grand public. C'est vraiment impératif. Et puis, en fait, tout dépend de
l'endroit où on travaille, mais c'est vrai que là où je travaillais, souvent, j'ai eu, pour vous qui êtes dans la pratique, j'ai eu des demandes de bilan extrêmement pertinentes sur un début de maladie, et j'ai eu des demandes de bilan qui n'étaient extrêmement pas pertinentes, avec des personnes qui ne communiquaient plus, avec des personnes qui étaient déjà institutionnalisées, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, et qui étaient visuellement atteints de troubles cognitifs à un stade sévère, et pourtant on demandait au neuropsychologue de quand même faire un bilan, d'apposer quelque chose. Et c'était très dur pour moi parce que ce sont des diagnostics avec l'équipe médicale, bien entendu, mais sur lesquels on ne peut pas revenir. Un patient diagnostiqué avec un diagnostic de maladie neurodégénérative devient un patient non réanimable. Et c'est vrai que c'était, pour moi, difficile. Donc il y a eu des situations de bilan pertinentes et non pertinentes. Et en fait, on comprend que dans ces situations-là, on a besoin, en rencontrant ces personnes-là, de beaucoup de sensorialité, que la sensorialité est la clé. Et Exactement. je me suis dit, ce livre, je ne l'écris pas pour mes anciens patients, puisque je sais très bien qu'ils auraient beaucoup de mal à le lire, mais je me dis, je vais quand même y insérer la sensorialité. Tout à fait. À chaque moment. On se ressent très fort ça. Et justement, c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous adresser à un public jeune ? Ce qui m'a donné l'envie de m'adresser à un public jeune, c'est que de toutes les consultations que j'ai faites pendant 10 ans, il n'y a jamais eu d'enfant dans la salle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que dans les annonces diagnostiques, dans tous ces parcours-là, il y avait des enfants, des fois des grands enfants de 20-25 ans, mais les enfants sont là, au sein de la famille, au sein du foyer. Et en fait, je pensais à chaque fois que ces personnes qui étaient là, qui étaient grands-parents, qui étaient parents, rentraient à la maison et la famille revenait avec un diagnostic de posé, avec éventuellement des perspectives de traitement médicamenteuses ou non médicamenteuses. Et finalement, il y avait des enfants au foyer qui n'avaient pas entendu ce qui s'était passé lors de cette consultation et qui pourtant étaient les témoins d'une, des troubles cognitifs de leurs parents, et de deux, des répercussions sur la famille. Parce que quand le rôle d'aidant est distribué, c'est un rôle qui est distribué souvent malgré nous, puisque on le distribue en disant voilà, aujourd'hui votre parent est malade, donc en fait vous devenez aidant. Vous devenez aidant, et donc c'est une charge, un fardeau psychologique, émotionnel qu'on donne à une famille, et ça va avoir des répercussions sur le foyer, puisque maman qui s'occupe de moi et qui m'emmène au sport le mercredi après-midi, si elle doit aussi s'occuper de passer voir sa mère ou sa grand-mère ou sa belle-mère, en fait, je pense que on le dit très souvent pour chaque pathologie, mais la maladie et l'annonce diagnostique, c'est un véritablement tremblement de terre pour toute la famille. Et en fait, il y avait des oubliés. Et ces oubliés, c'est les enfants. Et surtout dans le cas en tout cas de la maladie de la mémoire. Et je pense que c'est vrai que les enfants n'ont plus tellement leur place à l'hôpital. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je n'ai vraiment jamais vu en 9 ans de consultation d'enfants à l'hôpital. Et j'ai ressenti effectivement Alors, je ne l'ai pas ressenti chez les enfants, là, parce que depuis, ma vie a changé, donc je rencontre beaucoup d'enfants. Mais je l'ai ressenti chez les adultes, les enfants d'hier, qui n'ont pas eu la possibilité de parler de ce sujet tabou qui était la cognition des grands-parents, la perte, la résilience. On n'en parle pas puisque on ne veut pas diminuer la personne, parce que parfois on n'a pas les mots pour l'expliquer. Et donc c'est cette absence, pour moi, de l'enfant au sein de notre pratique qui m'a poussé à vouloir écrire pour les enfants, mais pas que. D'accord. Et vous avez comblé ce manque avec une magnifique plume remplie de bienveillance. Alors, je vous propose maintenant de passer la parole à Justine. Peut-être pour continuer avec cette façon de s'adresser aux enfants, parler un peu de la forme de l'ouvrage, qui en effet, tu parlais de métaphore tout à l'heure, on retrouve vraiment cette notion et beaucoup de sensibilité de poésie. Est-ce que ça a été un choix délibéré pour s'adresser aux enfants ? Est-ce que ça s'est imposé parce que c'est comme ça que tu avais envie d'écrire ? Comment tout ça a été pensé ? Alors, ça serait mentir de dire que ça a été ultra réfléchi, puisque ça arrive à un moment très particulier en 2020, et je pense que c'est en 2020 où je prends connaissance de ma plume, parce que, comme
j'imagine chacun de nous, vous avez peut-être tous un manuscrit de roman dans votre ordinateur. Un petit quelque chose, une petite nouvelle, quelque chose qui n'est pas complètement assumé. Pas du tout. Oh si, levez la main. Quelques-uns quand même, ben oui. Mais on ne trouve pas forcément notre personnalité littéraire de cette façon-là. Et je pense que ce qui me vient, moi, pour cette forme-là, c'est effectivement la poésie, c'est que je sais qu'en ayant été formateur en EHPAD et auprès de différents publics, qu'il y a des manières de passer une information. Il y a celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Comme dans... C'est les lois de la communication, mais arriver en tant que sachant dans un EHPAD en étant une figure extérieure, un psychologue de 26-27 ans qui arrive en EHPAD pour former des gens qui ont 2 fois son âge, je dois vous avouer que les 3 premières séances ont été très difficiles. Ça a été très difficile parce que je me suis mis moi-même en difficulté, je me suis positionné en tant que sachant, et puis en fait j'ai compris qu'il y avait d'autres manières, et heureusement que je l'ai compris assez rapidement, de faire passer l'information, et pour moi la métaphore était obligatoire. Et donc dans la construction de ce récit, je me dis, il faut trouver une façon de s'adresser à tout le monde, parce que, je le dis maintenant, ce livre, on en parlera après, je le veux pour les enfants, mais je le veux aussi pour les adultes, sans aucun doute, parce que j'ai vu la difficulté en EHPAD, en service hospitalier, j'ai vu l'absence de parole, l'absence de discussion, et je me dis, ce livre, je veux qu'il puisse être posé sur le chevet d'un enfant, et je veux qu'il puisse être disposé sur une table dans une réunion pluridisciplinaire. Et donc la forme, j'y réfléchis, et je me dis qu'il y a 2 éléments importants. Premièrement, la sensorialité. On en a parlé. On a besoin de ressentir, on a besoin de trouver une forme poétique qui fait qu'on va comprendre. La métaphore. La métaphore, parmi les très jolies citations, merci beaucoup. Enfin, c'est la lecture qui était jolie, les citations, je ne sais pas, mais la lecture était très, très agréable. Mais il y a aussi une citation que j'aime beaucoup, moi, et que je faisais très souvent en tant que formateur, de dire que lorsqu'on est aidant, on est là sur le quai et on voit quelqu'un prendre le train de l'oubli et aller de gare en gare, et les gares s'effacent au fur et à mesure du trajet. Et donc je me dis, avec ces métaphores-là, on va aller toucher des parties du cerveau chez le lecteur, quel que soit son âge, qui vont résonner tout de suite avec son émotion. On va aller directement, on va zapper tout ce qui est frontal, on va aller directement au limbique, et on va aller chercher son émotion, son empathie. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me dis qu'il y a des formats de récits. Je crois que je comprends au moment du confinement ce que c'est un roman. Alors c'est marrant parce que c'est le moment, j'ai toujours beaucoup lu, mais c'est aussi un moment où on a beaucoup lu, je ne sais pas vous, mais... Et donc à ce moment-là, je lis beaucoup de récits, et j'ai l'impression, après avoir lu les 30 livres de ma pile à lire qui vraiment je ne touchais plus depuis que j'étais libraire, ce que c'est un roman, et je comprends qu'un roman, c'est un peu comme une thérapie. J'ai un début, il y a, on l'espère, une fin, mais qui a une émotion à accompagner du début jusqu'à la fin. Et je me dis donc, tu vas mettre une situation initiale, tu vas demander à tes lecteurs de déposer leur émotion là tout de suite, et tu vas les accompagner. Tu vas les rassurer, tu vas parfois leur mentir, tu vas parfois leur faire prendre des chemins détournés, mais parce que cette émotion, elle va passer par différents moments. On va passer par l'espoir, comme on passe par l'espoir lorsqu'on a une annonce diagnostique, l'espoir est toujours là. On va passer par des divagations, on va passer par des retournements de situation, et puis à la fin va s'abattre une cruelle vérité, mais aussi un doux réconfort, parce que pour moi cette émotion, j'essaie de mener à la catharsis en fait. Et j'ai pu rencontrer des personnes en dédicace qui m'ont dit qu'en fait, oui, à la fin, ils pleurent. Et c'est un peu pareil sur les 4 volumes, même si la forme a tendance à changer. Pour moi, je m'empare de l'émotion d'un lecteur, comme je m'emparais des émotions d'un patient. J'essaie de l'amener quelque part, quand on est en thérapie, c'est la reformulation, c'est la résonance, c'est différents procédés thérapeutiques. Mais là, par le livre, c'est des procédés narratifs. Et en fait, c'est la même chose. Et à la fin, on pleure, mais normalement, on se sent mieux. C'était mon but. Alors, vous dire que je l'ai pensé à l'écriture, ça serait faux. Mais c'est
effectivement ce que je comprends, parce qu'il a fallu ensuite, quand j'ai écrit le 2, le 3, le 4, réfléchir à ce que j'avais fait naïvement sur le premier. Et c'est ça que j'en retiens. Et depuis, tous mes livres, je les construis comme ça. Pour moi, c'est comme une thérapie. Ça va beaucoup intéresser mon collègue qui travaille sur la réflexivité, notamment chez les enseignants, mais d'entendre aussi comment tu as reconstruit ça. Et c'est sans doute aussi une histoire de balance, ce que tu es en train de nous dire, une balance entre des éléments très réels de la maladie, et Isabelle le pointait, et ce livre pour lequel on ne se sent jamais perdu ou désespéré. Cette balance délicate que tu as trouvée, est-ce que ce sont justement ces processus thérapeutiques qui t'ont aidé à le faire, ou ça part d'autre chose ? Je pense que l'équilibre a été très difficile à faire, et me donner les lauriers, ça serait encore une fois mentir, puisque j'ai été très accompagné. Premier livre jeunesse, j'envoie à un éditeur qui est l'École des loisirs un roman qui, au départ, vous avez un livre de 300 pages qui est pour les 9 ans, et je leur envoie au départ un manuscrit qui est presque 1,5 fois et demi plus grand. Donc vraiment un objet indécent, inaccessible, et on rit beaucoup avec le président de l'École des loisirs qui dit qu'ils reçoivent ce manuscrit de 400 pages qui parle de maladie d'Alzheimer, ils se disent ça va être un succès terrible. Et on en rit beaucoup, et en fait on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et en fait on était deux. Et là j'aimerais remercier mon éditeur Loïc Terret, qui est un jeune éditeur, qui est plus jeune que moi, et qui pourtant, si moi j'ai les connaissances psychologiques, lui il a les connaissances narrative et pédagogique. Et en fait, on va mélanger nos deux professions. Et donc, moi, mon récit, je le construis ainsi. La narration. Et puis, il y a des moments, parfois, où je vais arrêter l'histoire. Et pouf, vous avez un petit moment de psychoéducation qui va dire accompagner quelqu'un, alors toujours dans la métaphore, accompagner quelqu'un atteint de maladie de l'oubli-tout, c'est aussi apprendre le temps. Par exemple, sur le fait que pour garder l'autonomie, donc on a nos phrases, celles qu'on apprend à nos étudiants et à nos stagiaires, si tu veux garder le plus longtemps l'autonomie d'une personne qui est en train de la perdre, ne remplace pas ses gestes, accompagne-les, remplace seulement le bout du geste qui manque, c'est une somme d'actions, peut-être il n'y en a qu'une seule à remplacer, et donc c'est des petits mots comme ça de psychopédagogie. Et alors mon éditeur me renvoie mon fichier, et alors là, il y a des gros traits rouges en disant « tout ça, faut que ça parte ». Et alors là, je m'offusque. Je dis « mais je ne vais pas signer ce roman ». C'est terrible, parce que être écrivain, il y a aussi un problème d'ego. C'est un psychologue, oui, mais avec de l'ego. Et donc là, je vois ces gros traits rouges et je me dis mince, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et pourtant, je me dis, mais moi, je veux ces moments-là. Alors peut-être qu'il faut les alléger. Peut-être qu'il y a des moments où la narration est là, parce que mon lecteur, et moi, je ne le connais pas, et on est des professionnels de l'enfance qui, finalement, écrivons pour des lecteurs, et le texte, aucun lecteur de 9 ans ne le rencontre avant sa publication. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tous en train de prendre de grandes décisions pour des lecteurs, mais en fait, on le teste au moment où le livre sort. Et donc, on n'a pas de prise sur ce que ça va devenir. Et donc là, vraiment, franchement, je vous le dis, c'est la bagarre avec l'éditeur à coup de « oui, je veux garder ce passage, non, je ne veux pas garder ce passage ». Et en fait, on trouve cet objet qui est un objet vraiment mixte et qui est très dangereux parce que quand on travaille dans l'édition, moi, je sors du soin, mais en fait, on a une part de commercialité. C'est-à-dire qu'on a un objet qui va être vendu. Et le problème des objets mixtes, par exemple, un livre avec des graphismes trop enfantins, eh ben, il y a plein d'adultes qui ne vont pas le lire. Et à l'inverse, un livre qui va être beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long, les enfants ne vont pas vouloir le lire. Donc on est à la recherche de cette forme un peu hybride. Et on la trouve, on coupe, on coud, on dénoue, on noue. Et on arrive à cette forme-là. Et aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi la magie a opéré. Enfin, on a beau essayer de réfléchir, mais on n'a pas vraiment compris pourquoi la magie a opéré, puisque les enfants le lisent et les adultes le lisent. Et en fait, là, je pense que c'est de l'ordre
c'est là où vous intervenez, vous, chercheurs, pour essayer de nous dire ce qu'on a fait, parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on va sur un site comme Babelio, je ne sais pas si Babelio est aussi populaire ici en Belgique, mais les citations, tout ce qui est le plus cité, ce sont ces moments de psychoéducation, des moments que les enfants, peut-être qu'ils passent outre, peut-être qu'ils entendent autre chose, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, mais en tout cas, c'est ce qui a permis la diversité des publics. Et encore une fois, là, moi, c'était naïf, mais il y a eu un éditeur professionnel il y a eu un pédagogue. Ça me fait très fort penser à ce qu'on vit parfois quand on écrit un article, qu'on envoie, qui doit être corrigé, qui doit être revu. On déteste ces personnes, mais ça nous enrichit aussi beaucoup. Donc, très probablement, les processus se ressemblent. Merci beaucoup. Je propose que Marc continue avec les questions. Évidemment, le voilà. Alors, juste un petit mot de remerciement à Justine et Isabelle qui m'ont embarqué dans ça. Oui, voilà. Ça va mieux comme ça. Alors, d'abord, un petit mot de remerciement à Justine et Isabelle qui m'ont embarqué dans cette aventure, parce que je suis un peu éloigné de la maladie d'Alzheimer et même de la psychose, si c'est mon premier parcours. Et peut-être confier aussi que j'ai une passion pour les petits animaux en peluche, comme c'est le jour des révélations. Alors, je me suis dit, tiens, voilà un point d'entrée. Et vos animaux sont en effet extrêmement attachants. Ils ont l'air tout doux. On a envie de tous les prendre aussi. Il doit certainement y avoir un merchandising après. Parce que c'est... Non, jamais. Donc on ne verra jamais nos... On continuera à les imaginer, mais... et même le hibou des concerts du chêne, qui a priori est un peu rêche comme ça. Moi, enfin bon, on peut, voilà, exactement. Le côté un peu rêche sans doute. On ne voit pas les coutures évidemment quand on lit, mais comment sont-ils construits finalement ces animaux? Ils vous apparaissent comme ça subitement, ils reflètent quelque chose. Pourquoi une taupe? Pourquoi un renard? Est-ce que c'est trop loin aller que de vouloir avoir les dessous des cartes? Non, c'est intéressant parce qu'il y a, comme je le disais, il y a des questions d'ego, mais après, il y a aussi des questions de réflexion et de pédagogie. C'est-à-dire que le renard, lui, c'est une question d'ego. Je suis propriétaire d'une librairie qui s'appelle Le Renard Doré. Je suis immobilisé à la maison parce que c'est le confinement. Je ne peux plus être libraire. Je suis frustré de ne plus être libraire. Et ce renard arrive, avec aussi l'envie de proposer une figure positive dans la littérature jeunesse, parce que c'est vrai que nos renards, ils sont terribles. Encore plus dans les croyances japonaises où ils sont perfides à souhait. La femme renard kitsune qui tue ses amants. Enfin, c'est vraiment des représentations qui sont extrêmement négatives. Je me dis, tiens, on va en mettre un positif. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour me faire plaisir. Il y a cette... pour moi, ma librairie, c'était vraiment l'endroit où je me sentais très très bien. C'était mon deuxième chez moi. Et donc, j'ai besoin de le recréer sur le papier. Pour la taupe, ça demande réflexion. Je cherche l'animal qui, pour l'imaginaire de l'enfant, va pouvoir s'associer à une personne âgée. Et je me dis, en fait, la taupe, pourquoi pas? Parce qu'il y a cette croyance qui est... alors qui apparemment n'est pas exacte, il faudra demander à nos amis les biologistes, mais que la taupe voit mal. Il y a cette perte de sensorialité, de perte de sens, et je me dis, ça sera parfait pour représenter un petit papy. Je l'affuble d'un fardeau des années. Le fardeau des années, c'est la coquille. Donc le voilà un peu plus avachi. Et je me dis que c'est l'animal parfait pour représenter, en tout cas, l'imaginaire du papy. Et c'est très rigolo, on en parlera après pour les illustrations, mais c'est que au moment où je commence à le dessiner, moi, avec des mots, il n'y a aucune difficulté à se le représenter ensuite en image. Quelle que soit la représentation, on a tous la même. Donc il y a vraiment ce concentré de représentation sur le vieillissement. Et on essaie de le rendre attachant, évidemment. Et qui est la souris qui reprend votre librairie pendant que vous partez? Alors... C'est quand même une aventure aussi de confier une souris maladroite. La souris, je pense que c'est la part d'entre nous qui pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai rencontré au cours de mon expérience des libraires. Libraire, c'est un métier que tout le monde pense facile et savoir-faire. En disant, tiens, je me souviens d'une anecdote, je croise une... Et c'est comme psychologue d'ailleurs. Vous voyez ce moment en soirée, on dit libraire et psychologue, c'est un peu pareil. Ça, les mêmes. Il y a ces gens qui nous disent oui, libraire, mais j'adore lire, et ça suffit, bien sûr.
Et en soirée, quelqu'un qui vous dit « Ah, tu es psychologue. Ah, moi, je suis avocate. C'est vrai qu'écouter des gens tout l'après-midi, ça doit vraiment être reposant. » Non, non, ça ne l'est pas. Donc, en fait, c'est vraiment des métiers qui, comme tous les métiers, qui invitent aux préjugés. Et je me dis qu'effectivement, voilà, donc dans ma carrière de libraire, j'ai pu croiser différentes personnes qui pensaient être la souris parfaite pour le rôle et qui ont affronté la dure réalité que le métier de libraire. Parce que le métier de libraire, c'est des heures et des heures de conseils, de lecture, de manutention, d'animation des réseaux sociaux, de gestion événementielle. Il faut être aussi comptable. C'est vraiment pas le travail le plus facile que j'ai effectué dans ma vie. C'est un travail très très noble, mais qui demande beaucoup beaucoup de connaissances. Donc effectivement, c'est en dédicace à toutes les souris que j'ai rencontrées et qui pensaient que c'était si simple. Merci. La métaphore de la forêt, elle vous est apparue comment, pourquoi? Enfin, c'est une sorte de représentation de la mémoire, de l'idée. Comment ça vous est venu, comment ça s'est imposé, cette idée de on va dans la forêt et ça se passe dans une forêt? Je pense qu'il y a deux choses. C'est que je pense que, je ne sais pas si vous avez tous lu moi j'avais adoré dans ma licence de psychologie lire Bruno Bettelheim. Je trouvais ça vraiment génial. Donc c'est Psychanalyse des contes de fées, hein, je me trompe pas, qui dit que la forêt est souvent le lieu de la résolution. Et c'est vrai que pour moi, effectivement, je me suis dit, je cherche une certaine intemporalité. Je cherche à écrire un conte. J'essaie dans cette écriture, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'essaie de ne mettre presque aucun repère temporel, technologique, en tout cas dans ce premier volume. Et donc, je me dis que la forêt sera un lieu d'intemporalité. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, la forêt, c'est le lieu du recommencement. C'est le lieu du recommencement. S'il y a bien quelque chose dans la forêt, c'est un peu Lavoisier, c'est que rien ne meurt jamais vraiment. Tout recommence. Et ce cycle des saisons, cette forêt va me permettre de montrer que tout recommence, que la vie est un recommencement. Et ça va être pour moi une métaphore de la vie. Pour faire dire non, on va être aux différentes saisons de la vie de ces personnages et on va pouvoir le voir dans cet environnement changeant, mais qui est finalement toujours le même. Mais qui est relativement peu menaçant par rapport à d'autres visions de la forêt. Je pense à la forêt interdite dans Harry Potter, des choses Blanche-Neige, etc. Oui. La forêt, elle est plutôt... On est cosy. Cosy. Oui, dans Mémoire de la forêt, on est extrêmement cosy. Il y a cet amour du... Ça c'est un peu ce que je retire, je pense, de mes années en... Parce que ma librairie était spécialisée sur le manga et le Japon, la littérature japonaise. Et de mes lectures en littérature japonaise, je retiens la contemplation, je retiens l'amour du geste, je retiens... lorsque on lit un livre, par exemple, de Ogawa Ito, Le restaurant de l'amour retrouvé, par exemple, il y a une scène qui est terrible, vraiment une scène terrible pour les lecteurs. C'est une scène de préparation d'un repas. Et en fait, elle prépare... Alors attention, végétariens, bouchez vos oreilles. Mais elle prépare une viande et en fait, elle va utiliser chaque partie. Il y a vraiment cette sensorialité, alors qui dans ce livre-là est terrible, puisque vraiment on a chaque sensorialité de comment on découpe un petit cochon et c'est vraiment terrible. Mais dans cette contemplation japonaise, je pense qu'il y a quelque chose qui nous dit que la forêt est aussi un lieu de contemplation, un lieu de douceur, un lieu de... Vraiment un lieu de résolution. Et c'est ça qui me plaît en fait. Dans ce livre, il y a la sensorialité, il y a l'amour du geste, il y a la gourmandise. Je vous défie de ne pas lire les 4 livres sans avoir des gâteaux à côté de vous, parce que ça va être très très difficile. Mais oui, je pense que... Et c'est là où sont les aliments, finalement. C'est un livre sans prédation aussi. Sans prédation, oui. Il n'y a que des végétariens. Il n'y a que des végétariens. Heureusement. Voilà. Oui, sinon... Et j'ai découvert avec effarement, en lisant Le vent dans les saules, que je me refusais de lire parce que je savais que je voulais écrire une histoire anthropomorphe. Donc je me refusais de lire Le vent dans les saules. Et en le lisant, j'ai découvert avec effarement qu'au bout de 2 scènes, Monsieur Rat et Monsieur Crapaud mangeaient du poulet. Et j'étais là, mais c'est terrible. C'est vraiment d'un point de vue narratif, ça fonctionne pas, parce que c'est un monde qui est pas rassurant si on peut manger son voisin. Donc effectivement, oui, ce monde, je le veux rassurant. Donc là, il n'y a pas de prédation, il y a pas tout ça, effectivement. Alors les illustrations sont à l'aune finalement de ce que vous venez de nous dire. Vous avez choisi votre illustratrice, je crois. Comment ça se passe et comment on s'entend sur la façon de mettre encore un peu plus en valeur le texte?
Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que lorsqu'on a une librairie, le lieu qui était une librairie au cœur de Paris devient un rendez-vous pour toutes sortes d'initiés, mais d'artistes, de gens qui sont attirés par les mêmes choses. Et en fait, grâce à cette librairie, je rencontre beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, font encore partie de mon entourage professionnel. J'ai même, sans le savoir, un jour rencontré mon éditeur qui était venu assister à une conférence dans ma librairie, et je l'ai appris 3 ans plus tard. Et donc, dans ma librairie, je rencontre Sanoé, Sanoé qui est illustratrice de bande dessinée et aussi d'albums. Et elle vient au moment où j'ai rendez-vous, je pense 15 jours après, pour mon tout premier rendez-vous avec l'école des loisirs. Et je suis une boule de nerfs, une boule d'angoisse, comme je l'étais ce matin et hier à l'idée de cette intervention, puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est un nouveau territoire. Et je me confie à elle. Et sur ce processus éditorial, est-ce que les éditeurs sont gentils ? Est-ce qu'ils sont là pour m'arnaquer ? C'était vraiment on a ces peurs qui sont vraiment de l'angoisse, c'est vraiment déraisonnable. Et en fait, on parle beaucoup. Et en fait, c'est assez drôle parce que elle émet une curiosité pour le texte. Et donc, je cours chez l'imprimeur d'à côté et je lui imprime sur 100 pages A4 ce texte-là qui s'appelle au départ La librairie de la forêt. Et elle le parcourt sur son retour à Rennes où elle habite. Et en fait, elle m'envoie au bout de quelques minutes. Et en fait, on les voit à la fin du tome 1. Il y a des croquis de personnages qui n'ont absolument pas changé. Et elle n'avait lu que 3 chapitres à ce moment-là. Et je comprends, moi, à ce moment-là, que l'illustration, c'est une conversation. Tout le monde n'a pas la même notion, mais pour moi, c'est une conversation. Les livres sont écrits dans un premier temps. L'illustration vient après. C'est un rendez-vous qu'on fait avec illustratrice, éditeur et moi-même. Il y a un espèce d'immense plaisir à se dire là, autour de cette table, alors, qu'est-ce que tu as écrit sur ton petit bout de papier, toi ? Qu'est-ce que tu vois pour le chapitre 1 ? Qu'est-ce que tu vois pour le chapitre 2 ? À 99% du temps, vous voyez toujours les mêmes choses. Et puis après, il y a eu des échanges. Il y a une illustration en particulier dans le tome 1, qui est une illustration où Ferdinand a une hallucination. Et Sanoé n'est absolument pas familière de ce trouble qu'est l'hallucination et en fait de sa représentation. Et donc je commence à faire des petits croquis très très moches puisque je ne sais absolument pas dessiner, mais on doit trouver la bonne représentation, la bonne métaphore visuelle pour la représentation. Donc ça passe par un halo, par une présence fantomatique, rassurante, donc dans cette illustration-là. Et puis après, je pense que c'est assez intéressant puisque au fur et à mesure de notre collaboration sur les autres tomes, elle commence à proposer elle-même des métaphores qui sont absolument magnifiques sur la résilience, sur le départ, qui parfois ne correspondent pas au texte. Je pense à une très belle illustration dans le tome 3 avec un train sur le départ. Ce n'est absolument pas ce qui est écrit dans le texte, c'est une interprétation de l'illustratrice et heureusement qu'elle l'a fait puisque je pense que ça vient donner une autre forme de message. Il y a des gens qui sont, comme elle, plus sensibles à l'illustration, comme moi, plus sensibles au texte. Et en fait, on ouvre des portes d'entrée pour la pédagogie de l'émotion. Donc vous avez amené votre illustratrice à l'éditeur, finalement. Vous avez embarqué un duo dans cette aventure. Oui, exactement. Et ils ont eu la gentillesse, effectivement, parce qu'un éditeur a tendance à travailler avec les personnes qu'il connaît. On ne sait jamais si... Il peut y avoir des risques quand on travaille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'il ne va pas rendre son travail. Donc c'est un risque. Et là, on arrive tous les deux et je la présente, elle fait quelques tests et ils acceptent avec un enthousiasme débordant. Ils ont certainement bien fait. Oui. Je vais repasser la parole à mes collègues. Isabelle ? Ah oui, tu as un micro. On va passer au point 4, qui est celui du message et de la réception. Je pense que Justine va démarrer. C'est moi le vert. Je pense que tu nous l'as un peu dit entre les lignes, mais si on parlait de message, de take-home message, quel serait ce message que tu souhaites que les personnes gardent à l'issue de ce tome 1, aussi bien les enfants que leurs familles ? Je pense que c'est un message de bienveillance. C'est un message de bienveillance. C'est presque un message, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu à quel point... par exemple, en France, on a des librairies religieuses et j'ai vu que le livre était même vendu dans des librairies religieuses. Et je me dis, en fait, il y a un message qui est presque religieux de l'aide à l'autre, de l'aide à son prochain. Et en fait, le message que je voulais passer, c'était
cher enfant ou chère personne qui lit ce livre, peut-être un jour tu vas rencontrer quelqu'un avec un comportement que tu ne comprendras pas. Je pense très spécifiquement au comportement de déambulation. Lorsqu'on arrive dans une maison de retraite, une maison de repos à 16 heures, de voir cette personne qui a toujours un train à prendre, qui doit rentrer auprès de sa famille, qui cherche son sac parce qu'il faut partir, parce qu'il y a des stimuli extérieurs, le soleil qui décline, les gens qui s'animent, le service qui commence à bouger, le remplacement des soignants. Et il y a cette angoisse qui naît comme ça dans les maisons de retraite. Et je me dis, il y a ces comportements-là qui, pour n'importe quelle personne qui n'a pas ces connaissances-là, est une aberration et quelque chose qu'ils ne comprennent pas et auxquels ils vont essayer de répondre avec leur humanité. Et notre humanité ne va pas forcément trouver la bonne réponse puisqu'on va essayer de remettre très souvent, quand on n'y connaît rien, brutalement à la réalité le patient en face de nous. Et en fait, ce message que je veux faire passer, c'est qu'il faut s'arrêter à un moment. Pour moi, ce qui a été vraiment un game changer dans ma vie, c'était la méthode de validation de Naomi Feil. Je ne sais pas si vous êtes... qui est une psychologue américaine qu'on a perdue récemment. Et j'ai eu la chance de la rencontrer en conférence à Paris. Et quand vous cherchez sur YouTube, je vous invite à aller voir la méthode de validation de Naomi Feil, qui est une dame dont le père était directeur d'EHPAD, donc qui a grandi dans une maison de repos, qui a vu des personnes désorientées très très jeunes. Et elle a pas inventé quelque chose, mais elle a formalisé une manière de s'adresser à une personne désorientée qui était absolument fantastique, avec beaucoup d'humanité. Je vous invite à taper son nom sur YouTube et à voir des vidéos où elle va chanter avec des personnes qu'elle a à peine rencontrées. Elle va réussir à faire sortir de personnes qui sont non communicantes depuis 4-5 ans des paroles, des voix, des chansons, et c'est absolument incroyable. Et moi, ça change ma vie, ça, et je me dis que c'est ça qu'on doit faire passer, que parfois il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, mais elles ont du sens. Elles ont du sens, oui. On ne doit pas remettre brutalement à la réalité parce qu'en fait, ce qu'on cherche là, ce qu'on nous donne, ce que nous offre cette personne-là qui nous dit « je veux rentrer chez moi », c'est « je suis à la recherche de réassurance ». Là, ce que je te demande, c'est de me donner un peu d'humanité. Et donc, le message de mon livre, c'est celui-ci. Si un jour on tombe sur quelqu'un de plus fragile que nous, offrons-lui notre empathie la plus totale et nous trouverons peut-être à ce moment-là une réponse, parce qu'une réponse marche un jour, elle ne marchera pas un deuxième jour, puisqu'on est face à de l'humain. Et essayons de trouver une réponse la plus humaine possible. C'est sans doute d'autant plus important que ces personnes âgées, souffrantes, malades, elles sont de moins en moins dans les familles. Je crois que ton livre permet aussi aux enfants d'approcher une réalité qui est de moins en moins vue et partagée. J'ai le temps d'une petite anecdote. Une petite anecdote, je suis en librairie pour la sortie de mon livre. Nous sommes en avril 2022. Donc, je suis en région parisienne et je suis assis comme l'auteur débutant devant une table avec, j'ai vu 2-3 personnes et c'est tout. Et donc, c'est toujours très inquiétant parce qu'il y a des enjeux à ce moment-là qui est l'enjeu du succès, on ne veut pas que le libraire soit triste, qu'on n'ait pas vendu assez de livres, etc. Et il y a une petite dame qui rentre dans la librairie et tout de suite, les libraires autour de moi me disent « Oh non, pas encore elle ». Et je me dis, mince, il arrive, quand on est libraire, d'avoir des clients difficiles, qu'on apprécie un peu moins, qui demandent plus de temps, de conseils. Et donc là, je me dis que je suis dans cette situation-là. Et puis en fait, la petite dame s'approche de moi, et elle s'approche, elle regarde le livre, et elle me dit, tu vas bien ? Et là, je me dis, mince, c'est quelqu'un que je connais, je l'ai oublié. C'est quelqu'un que je connais, mince, et je cherche dans ma mémoire, et alors, et ta maman, ça va ? Alors, je dis, en plus, elle connaît ma maman. Donc, je commence en plus, on est loin, parce que mes parents habitent dans le sud de la France. Et je dois vous dire qu'il m'a fallu presque un quart d'heure pour me rendre compte que c'était une personne désorientée, que c'était une personne dont le fils était à la pharmacie d'à côté, était en train d'acheter des traitements, et elle a échappé à sa surveillance, et elle est rentrée dans la librairie parce qu'elle a vu de la lumière. Et en fait, c'était quelqu'un vraiment dans un stade très avancé de troubles neurocognitifs. Et en fait, j'ai culpabilisé, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai culpabilisé de ne pas reconnaître à ce moment-là, parce qu'il y a des enjeux différents qui sont les enjeux de l'auteur. Et je me dis, mais mince. Et là, je me dis, par contre, parce que j'ai vu les réactions des libraires,
Et je me dis mince, parce que moi, bon, j'ai peut-être pas répondu comme il fallait tout de suite, mais finalement on s'est mis à discuter et en fait, alors je suis pas rentré dans son délire, mais j'ai commencé à discuter un petit peu de tout. Elle m'a parlé d'elle, j'ai reformulé, j'ai mis en place toutes nos bonnes techniques qui sont les nôtres quand je comprends. Et puis je vais voir les libraires à la fin et je leur dis mais cette dame en fait c'est une dame très âgée, et puis je me dis mais en fait voilà, mon livre il va servir à ça, à éviter qu'une personne entre dans un commerce et qu'elle soit catégorisée comme cliente difficile alors que c'est une personne désorientée et en souffrance. Merci. On a parlé du message que vous souhaitez transmettre à travers le livre. En contrepartie, est-ce que vous recevez des retours de lecteurs, et est-ce que vous avez déjà reçu des retours qui vous ont particulièrement ému, particulièrement touché ? Je pense que le témoignage le plus beau que j'ai reçu, alors j'en ai reçu beaucoup de libraires de 40, 50, 60 ans qui ont en fait trouvé dans ce livre-là une résonance à ce qu'ils étaient en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire la fragilité de leurs parents. Il y a eu beaucoup de personnes de 20, 30 ans, parce que le livre a aussi eu son petit succès auprès des personnes de 20, 30 ans. Au début, on ne comprenait pas. Et ensuite, on a compris que c'est des enfants qui n'avaient pas eu la possibilité de parler, de verbaliser, de comprendre, de formaliser la maladie de leurs grands-parents lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et moi, le témoignage qui m'a le plus touché, c'est le témoignage d'un enfant. Alors, on sort un peu du sujet, parce que c'est le premier volume, c'était sur les suivants, mais le héros de mes 2-3 volumes suivants sont des héros fragiles. Et j'ai rencontré un enfant fragile avec une pathologie assez dévorante, avec une estimation de vie qui est assez raccourcie. Et il m'a dit avoir trouvé dans mon livre une représentation de ce que c'était de sa fragilité à lui, et que dans les livres pour enfants, les livres pour enfants finissent toujours bien. Et il était content de lire des livres qui finissent pas toujours bien, qui finissent avec une demi-teinte, avec un goût doux amer, parce que lui, il a compris que sa vie serait douce amère. Et que la résilience, elle a fait malheureusement partie de sa vie très très jeune. Il était content de le retrouver dans la fiction. Tout à fait, c'est toutes les nuances justement que vous mettez dans l'ouvrage et qui le rendent particulièrement beau et émouvant. Alors je pense qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de la conférence. Peut-être une toute dernière question, puisque nous avons des étudiants en psychologie et neuropsychologie dans la salle. Je voudrais savoir finalement qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire, quel message vous souhaiteriez donner à nos futurs psychologues, neuropsychologues. C'est vrai que c'est assez étrange, parce que j'ai eu l'impression, moi, quand j'ai changé d'orientation, de fuir le bateau. Et en fait, je comprends que j'en suis jamais vraiment descendu. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je pense la littérature, l'art, le cinéma sont des outils extrêmement précieux dans l'accompagnement de nos patients. Je pense que plus on trouvera des métaphores, plus on arrivera à provoquer l'empathie dans les services hospitaliers. Et je pense que les accompagnements n'en seront que meilleurs. Je pense aussi au fait que je me suis posé la question lorsque j'ai sorti ce livre, en me disant, mais en fait, est-ce que tu essaies de créer des aidants ? Est-ce que tu essaies de professionnaliser des personnes, de créer des aidants comme ça chez les enfants ? Est-ce que tu es en train de créer les futurs aidants de demain ? Est-ce que c'est ça que tu cherches ? Quel a été ton rôle, quel a été ton désir avec ce livre-là ? Et en fait, je me dis que peut-être soyons très attentifs à nos sentiments, au rôle que l'on distribue dans les services hospitaliers. Soyons les garants. On va être, comme chaque aidant, garant de la mémoire, parfois, d'une personne. Soyons aussi garants de la bienveillance et de la manière dont elles sont traitées. Je pense que la place du psychologue, elle est aussi là, dans une équipe pluridisciplinaire. Mais tout à fait, un grand merci Mickaël. En tout cas, je suis sûre que le public, les étudiants et les autres ont trouvé beaucoup d'inspiration dans le message que vous diffusez ici. Un grand merci pour toutes les réponses à apporter.